Bonjour à tous, nous allons commencer le rappel théorique pour la séance numéro 5 d'exercice qui concerne les liquides et les solides. Le thème central de cette séance, c'est l'analyse des réseaux cristallins, donc des structures cristallines, par diffraction de rayon X. Qu'est-ce que c'est qu'une diffraction par rayon X? Vous avez un solide cristallin, un réseau. On envoie un rayon X avec un certain angle d'incidence sur ce cristal. Ce rayon X va être diffracté. Il y aura des interférences constructives et des interférences destructives entre les différentes ondes, entre les différents rayons. Vous aurez le rayon X qui ressort de l'autre côté du cristal avec un angle θ. Ce rayon qui ressort, qui est diffracté, est envoyé vers un détecteur. Et ce détecteur va vous fournir une image avec des points, des taches lumineuses et des taches sombres. Et l'analyse de cette image permet de déterminer la position exacte des atomes dans le cristal. Je vous propose une petite vidéo d'introduction pour démarrer cette séance. C'est parti. What is X-ray diffraction, and what is it used for? In an X-ray diffraction experiment, a sample is placed into the center of an instrument and illuminated with a beam of X-rays. The X-ray tube and detector move in a synchronized motion. The signal coming from the sample is recorded and graphed, where peaks are observed related to the atomic structure of the sample. Most materials are made up of many small crystals, like sand on a beach. Each of these crystals is composed of a regular arrangement of atoms, and each atom is composed of a nucleus surrounded by a cloud of electrons. It's at this scale that the story of X-ray diffraction begins. X-rays are high-energy light with a repeating period called the wavelength. Since the wavelength of an X-ray is similar to the distance between atoms in a crystal, a special interference effect called diffraction can be used to measure the distance between the atoms. Interference occurs when X-rays interact with each other. If the waves are in alignment, the signal is amplified. This is called constructive interference. If the waves are out of alignment, the signal is destroyed. This is called destructive interference. When an X-ray encounters an atom, its energy is absorbed by the electrons. Electrons occupy special energy states around an atom. Since this is not enough energy for the electron to be released, the energy must be re-emitted in the form of a new X-ray with the same energy as the original. This process is called elastic scattering. In a crystal, the repeating arrangement of atoms form distinct planes separated by well-defined distances. When the atomic planes are exposed to an X-ray beam, X-rays are scattered by the regularly spaced atoms. Strong amplification of the emitted signal occurs at very specific angles, where the scattered waves constructively interfere. This effect is called diffraction. The angle between the incident and the scattered beam is called 2 theta. In order for constructive interference to occur, the scattered waves must be in alignment, meaning that the second wave must travel a whole number of wavelengths. In this case, one half of a wavelength is traveled on the incident side, and one half on the scattered side, yielding one additional wavelength. In the case of the next X-ray, one wavelength is traveled on both the incident and the scattered side, resulting in 2 wavelengths. This reinforcement occurs throughout the crystal. The exact angle at which diffraction occurs can be determined from the red triangle. The angle at the top is theta, half the angle between the incident and scattered beams. The long side is the distance between the atomic planes, and the short side we know is one half of a wavelength. The relationship between the diffraction angle and the spacing between the atoms can be determined by applying the sine function. Rearranging this equation yields an equation commonly known as Bragg's law, named after Sir William Henry and William Lawrence Bragg, the father-son team who won the Nobel Prize in 1915 for their work analyzing crystal structures with X-ray diffraction. Donc ça termine la vidéo d'introduction. Je vais à présent commenter une seconde vidéo un peu plus technique.
Voilà, ça c'est l'appareil inventé par le père et le fils Bragg. Alors, on a un cristal d'NaCl, une source de rayon X et un détecteur. On envoie donc des rayons X sur le cristal. On a ici les atomes représentés par des boules, deux plans cristallins, une distance d entre les deux plans cristallins, le rayon incident avec un angle θ et le rayon diffracté avec un angle également θ. On a ici deux rayons en opposition de phase, deux ondes en opposition de phase. Il y a donc une interférence destructive sur le détecteur. Ça donnera lieu à une tache sombre. Donc les rayons sont déphasés, les ondes ne sont pas en phase. Ça donne voilà, une tache sombre. Ici, on voit bien, on a une crête, un creux, il y a destruction, interférence destructive, une tache sombre ici. Pas de point lumineux. On déplace à présent la source de rayon X. On diminue donc l'angle d'incidence θ. Il va donc falloir également déplacer le détecteur, parce que l'angle θ du rayon diffracté sera aussi plus faible. Et on obtient une situation ici où les ondes diffractées sont en phase. On a une crête, un creux, un creux. Il va donc y avoir amplification, interférence constructive, ce qui produira une tache lumineuse intense sur le détecteur. Je vous laisse observer la théorie. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, D, la distance entre deux plans cristallographiques, c'est la distance interréticulaire. L'angle d'incidence ici, l'angle diffracté, on retrouve θ ici, D fois sin θ. D fois sin θ, ce qui va faire 2D sin θ. Voilà, 2D sin θ. La longueur d'onde ici, c'est bien la distance entre deux crêtes. Si on a bien une tache lumineuse sur le détecteur, c'est que la loi de Bragg a été respectée et que un nombre entier de longueurs d'onde est égal à 2D sin θ. Si c'est le cas, on a une interférence constructive avec une tache lumineuse ici sur le détecteur. Et toute une série de petites taches lumineuses périphériques également. Voilà. Donc c'est bien le père et le fils qui ont gagné en 1915 le prix Nobel pour leur travail. Ensemble, ils ont eu le prix Nobel de physique pour leur travail en cristallographie. Si vous le souhaitez, dans le PDF que je vais vous transmettre sur Teams, les liens vers les deux vidéos sont affichés, vous pouvez les revoir. J'ai ici fait un petit schéma qui résume la loi de Bragg. N, c'est un nombre entier, c'est donc 1, 2, 3, 4, n'importe quel nombre entier. Ça veut bien donc dire que si vous voulez qu'il y ait interférence constructive, il faut que 2D sin θ soit égal à lambda, ou bien à 2 fois lambda, ou bien à 3 fois lambda. Il faut un nombre entier de longueur d'onde. Si ce n'est pas le cas, il y a interférence destructive et vous n'avez pas de tache lumineuse sur le détecteur. On dit que lambda, c'est la longueur d'onde. On dit que n, c'est l'ordre de diffraction. Quand on dit qu'on travaille au premier ordre, c'est que n vaut 1. Je vous propose également, si vous le souhaitez, la page 792-793 de Chemical Principles de Zumdahl et de Coste, 7e édition. Il s'agit du chapitre 16, où on vous donne de plus amples informations sur la loi de Bragg et sur la diffraction par rayon X dans le but d'analyser la structure cristalline d'un solide cristallin. Alors, je vais voir maintenant avec vous les différents types de structures cristallines. Il y en a plusieurs. Nous, on va en voir que 3. On va voir les structures cubiques uniquement. Et nous verrons la cubique simple, la cubique centrée et la cubique à face centrée.
Alors la cubique simple, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une structure cristalline constituée de plusieurs mailles élémentaires. Ça, ce serait la maille élémentaire. Et si la maille élémentaire se répète, non pas un nombre infini de fois, comme j'ai mis dans mes notes, mais en tout cas un grand nombre de fois, si la maille élémentaire se répète, vous obtenez le cristal en entier. Ça peut être un bloc de sel, ça peut être de l'uranium, ça peut être de l'or ou du polonium, par exemple. Dans la cubique simple, vous avez un atome, deux atomes, trois atomes, ça, pas celui-là, quatre atomes, et il en faudra encore quatre autres. Voilà. 5, 6, 7, 8. 8 atomes, qui vont se positionner sur les coins, sur les sommets d'un cube. Et donc, vous aurez un atome là, un atome là, un atome là, sur chaque sommet, ça fait bien 8 atomes. Et ça, c'est la maille élémentaire cubique simple. Un cristal dont la maille élémentaire est cubique simple, c'est le polonium, par exemple. Alors, on va se poser une question. Combien y a-t-il d'atomes par maille élémentaire dans un cubique simple? Vous allez me dire, bon, 8, il y a 8 sommets, ça fait 8 atomes. Eh bien non, en fait, il faut savoir que cet atome-ci, qui se trouve sur ce sommet-là, ben, il est partagé avec une maille élémentaire juste à côté. Et puis, hein, vous voyez? Et puis, juste à côté, il y a encore une autre maille élémentaire. Et puis, encore une autre, ici. Et puis, je peux encore en mettre une là, une là, une là, une là, une là. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, sur un coin, on a un atome qui est partagé par 8 mailles élémentaires. Donc, sur un sommet d'un cube, on a un atome qui est partagé par 8 mailles élémentaires. Du coup, chaque sommet ne contient qu'un huitième d'atome. J'ai 8 sommets dans un cube. À chaque sommet, j'ai un 8 huitième d'atome. J'ai un huitième d'atome. 8 fois 1 huitième, ça fait 1. Donc par maille élémentaire cubique simple, j'ai un atome complet. 8 huitièmes d'atome, ça fait un atome complet par maille. Qu'en est-il de la cubique centrée? Alors déjà, une cubique centrée, c'est quoi? C'est une cubique simple. Donc j'ai 8 atomes, une cubique simple, avec en son milieu, au centre du cube, un atome au milieu du cube. Comme ceci. Donc voilà, j'ai ma maille élémentaire ici, cubique simple, avec un atome central. Ça me donne donc la cubique centrée. Combien ai-je d'atomes complets dans une cubique centrée? Eh bien, 8 huitièmes plus 1 central. 8 huitièmes plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Dans une cubique centrée, j'ai donc 2 atomes complets par maille. Qu'en est-il d'une cubique face centrée? Eh bien, une cubique face centrée, ce sera une maille avec un atome, ou je devrais plutôt dire un huitième d'atome sur chaque sommet, plus encore un atome sur chaque face. J'ai 6 faces et 8 sommets. Mais ça ne fera pas 8 plus 6. Pourquoi? Parce que l'atome qui est au centre d'une face ici, eh bien, il est partagé avec une autre maille élémentaire. Et donc chaque atome au centre d'une face est partagé avec une autre maille élémentaire. On a donc un demi-atome au centre de chaque face. Un demi-atome. Je résume. Dans une cubique face centrée, j'ai 8 huitièmes d'atome plus 6 fois un demi-atome. 8 huitièmes plus 6 demi, ça fait 8 plus 3. Ça fait 1 plus 3. Ça me fait donc 4 atomes complets par maille élémentaire dans une CFC, cubique face centrée. 4 atomes par maille. 4 atomes complets. On continue. Je vous propose ici un très très beau résumé que j'ai photographié dans le Zoomdal, où voilà, on a la maille cubique simple, la maille cubique centrée et la maille élémentaire cubique face centrée. On voit ici sur les coins les huitièmes d'atomes. Ici de nouveau pour le cubique centré, les huitièmes d'atomes plus l'atome complet au milieu. Et dans le cubique face centré, on voit très très bien ici les demi-atomes sur chacune des 6 faces. Donc, comme je l'ai dit, le cubique simple, typiquement, c'est du polonium. Le cubique
centré, c'est de l'uranium, et le cubique face centré, c'est de l'or. Ce sont simplement des exemples. Hein. Passons maintenant au calcul du volume d'une maille élémentaire. Alors, comment va-t-on calculer le volume d'un cube? Si l'arête de mon cube mesure A, ça peut être A centimètre, A mètre, A décimètre, hein, peu importe, il mesure A, c'est une unité de longueur, eh bien le volume de mon cube, ce sera A fois A fois A, fait A cube. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir trouver le volume d'une maille élémentaire en fonction du rayon atomique. Alors, dans une cubique simple, les atomes ici, sur les coins, se présentent comme ceci. J'ai fait un zoom. Je vous ai dessiné ici donc la face, une des faces du cubique simple. J'ai zoomé. Qu'est-ce qui se passe? On a ici notre huitième d'atome sur le sommet ici, un autre huitième d'atome sur ce sommet, et on voit que le rayon atomique, c'est la demi-longueur du cube, la demi-arête. Donc on peut dire que 2 fois le rayon atomique est égal à l'arête. Si V est égal à A cube, alors, et que A est égal à 2R, V est égal à 2R, le tout au cube, il y a une petite erreur ici, la parenthèse devrait être ici, je me suis trompé, excusez-moi. 2R, le tout au cube, ça fait 2 cubes R cube, ce qui fait bien 8R cube. Donc le volume d'une maille élémentaire cubique simple, c'est A cube, ou 8 fois le rayon atomique au cube. A, c'est aussi ce qu'on appelle le paramètre de maille, c'est une unité de longueur. R, c'est le rayon atomique, c'est aussi une unité de longueur, et grand V, c'est le volume de la maille élémentaire. Dans une cubique centrée, c'est un tout petit peu plus complexe. On va considérer, regardez bien, un plan qui est celui-ci. Je prends un sommet, je me dirige le long de la diagonale d'une face, je vais vers l'autre sommet, je descends. Pareil pour la face inférieure, diagonale, et je me retrouve avec ce plan ici. Un espèce de plan oblique comme ceci. C'est un rectangle. C'est plus un carré, c'est un rectangle. J'ai fait un gros zoom sur ce rectangle ici. Ce côté-ci, c'est le paramètre de maille, c'est l'arête du cube, c'est A. Cette longueur-ci, c'est la diagonale d'une face. Je vous renvoie au théorème de Pythagore. Ça fera racine de 2 fois A. Et cette longueur-ci, regardez bien, je mets mon index là. Je mets l'index de l'autre côté du cube. Entre mes deux index, j'ai la grande diagonale de mon cube. Eh bien, cette longueur-ci, c'est la grande diagonale de mon cube. Voilà, elle est là, la grande diagonale. Et elle vaut R plus 2R plus R, c'est-à-dire 4 fois le rayon atomique. De nouveau, Pythagore, A au carré plus racine de 2A le tout au carré sera égal à 4R le tout au carré. Et on en vient donc à trouver 4R est égal à racine de 3 fois A, où le volume de la maille est égal à 4 sur racine de 3 fois le rayon atomique, le tout au cube. Pour le cubique face centrée, on va considérer de nouveau une face du cube, un huitième d'atome ici, un huitième d'atome là, un atome au centre de la face ou un demi-atome. La diagonale d'une face vaudra de nouveau 4R. Le côté ici A, ici également A, eh bien, je vous propose de faire l'exercice vous-même. Le volume de la maille élémentaire, c'est bien sûr A cube, et exprimez-le moi en fonction de R, c'est-à-dire en fonction du rayon atomique. C'est un petit exercice pas tellement compliqué, je vous laisse faire ça seul. Passons à présent au calcul de la masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est quoi? C'est ρ, ce sont des grammes par centimètre cube, c'est une masse par unité de volume. Comment est-ce qu'on va calculer le volume d'une maille? Ça, on vient de le voir, vous savez à présent le faire, en fonction du rayon atomique. Mais comment va-t-on calculer la masse d'une maille? Eh bien, dans une maille élémentaire cubique simple, quelle sera la masse de la maille? Eh bien, vous avez 8 huitièmes d'atome, donc un atome complet. Prenons le cas du polonium. Eh bien, quelle est la masse du polonium? On va le trouver dans le tableau périodique. Comment va-t-on faire? On trouvera la masse molaire du polonium dans le tableau périodique. On va la diviser par le nombre d'Avogadro, qui vaut 6,022 fois 10 exposant 23.
Ça nous donnera la masse d'un atome de polonium. Voilà, ρ sera donc égal ici à la masse d'un atome de polonium fois le nombre d'atomes de polonium par maille. Ici, c'est une cubique simple, donc ça se fera fois 1, divisé par le volume de la maille élémentaire. Ça, vous savez à présent le faire. Et vous avez maintenant la masse volumique du polonium. Enfin, d'une maille élémentaire de polonium. Alors, passons maintenant au pourcentage d'occupation. On va vouloir savoir ici si la maille est serrée ou pas. Est-ce que les atomes sont très serrés dans cette maille ou pas? Sur Internet, vous verrez qu'on parle parfois de taux de remplissage ou de compacité. L'idée, c'est ça. Est-ce qu'on est serré là-dedans ou pas? Est-ce que les atomes sont serrés? Alors, le pourcentage d'occupation, ce sera donc le volume occupé par tous les atomes dans une maille, donc le volume des sphères, de toutes les sphères, les atomes, ce sont les sphères, divisé par le volume d'une maille élémentaire, grand V. Alors, quel sera... oui, on fera fois 100 ici pour l'avoir en pourcent. Quel est le volume? Comment est-ce qu'on calcule le volume d'un atome? C'est le volume d'une sphère, 4 tiers fois pi fois r, le rayon atomique au cube, donc 4 tiers fois pi r cube, fois le nombre d'atomes par maille, divisé par le volume d'une maille élémentaire, fois 100. Et les unités du résultat seront en pourcent. Voilà, ça je vous laisse dépatouiller seul. Un petit rappel, pas inutile, sur les unités de longueur et les unités de volume. On a parlé de A, le paramètre de maille, de D, la distance entre les plans cristallographiques ou la distance interréticulaire, et on a parlé également de la longueur d'onde lambda. Ce sont toutes des longueurs. Il va donc falloir utiliser des unités de longueur. On peut utiliser l'angström, qui vaut 10 exposant moins 10 mètres, le nanomètre, qui vaut 10 exposant moins 9 mètres, le picomètre, qui vaut 10 exposant moins 12 mètres, ou autre chose, ce ne sont que des exemples. Quant aux unités de volume, je vous le rappelle, c'est très important pour ce chapitre-ci, et pour d'autres également. 1 mètre cube, c'est un grand cube qui fait 1 mètre de côté. Là-dedans, on sait mettre 1000 litres, ou 1 million de centimètres cubes, ou 10 exposant 6 centimètres cubes. 1 litre, c'est une très grosse tasse de thé remplie à ras-bord. Dans 1 litre, on sait mettre 1000 petits centimètres cubes. Je rappelle, 1 centimètre cube, c'est un petit cube de 1 centimètre de côté. Le décimètre cube, c'est un cube qui a à peu près cette taille-ci. Dans 1 décimètre cube, on a un cube qui a un côté de 10 centimètres. On sait mettre 1 litre, ou 1000 centimètres cubes. Et 1 centimètre cube, ça équivaut à 1 millilitre. Tout ceci nous mène aux indices de Miller, HKL. À quoi vont nous servir les indices de Miller? Eh bien, puisqu'on travaille avec des mailles élémentaires cubiques, chaque face d'un cube est contenue dans un plan qui, lui, est infini. Ce plan a une certaine position dans l'espace, et vous avez vu en mathématiques que des plans, on pouvait les définir par des équations qui comportent 3 variables, souvent c'est x, y, z. Eh bien nous allons définir nos plans non pas par des équations, mais par des indices, H, K, L. Et je vais vous expliquer comment on va les calculer. Alors, toute mon explication va se baser sur un cube, avec une face rouge ici en haut, une face verte ici à l'avant-plan, et une face latérale ici noire, dans un repère tridimensionnel, avec un axe vertical Z, X et Y. Vous remarquez que la face rouge ici coupe mon axe Z en A. A, c'est le paramètre de maille, c'est la longueur du côté de mon cube. Par contre, la face rouge ici ne coupe pas l'axe X puisqu'elle est parallèle à l'axe X, et elle ne coupe pas l'axe Y non plus puisqu'elle est parallèle à l'axe Y. Cependant, en mathématiques, lorsque deux droites sont parallèles, on considère qu'elles se couperont à l'infini. De la même manière que lorsque deux rails de train rectilignes sont vus sur une très grande distance, il y a un effet de perspective et on dirait que sur l'horizon, ils se coupent. Donc deux parallèles en mathématiques, on considère qu'elles se coupent à l'infini. C'est une première chose.
Deuxième chose, on a ici la face latérale noire qui coupe l'axe X en A. De la même manière, cette face noire est parallèle à l'axe Y. On considère donc qu'elle ne coupe pas l'axe Y, ou nous dirons qu'elle coupera l'axe Y en Y égale l'infini. Et pareil, la face noire est parallèle à l'axe Z. Elle ne coupera jamais l'axe Z, ou on peut dire en mathématiques que la face noire coupera l'axe Z en une valeur de Z égale l'infini. Alors, comment est-ce qu'on va calculer les indices de Miller, donc HKL, pour chaque face? Eh bien, nous prendrons le paramètre de maille. Ici, c'est A, puisqu'on a, un cube. Il existe d'autres mailles élémentaires qui ont d'autres formes, avec 3 paramètres de maille, A, B et C, qui auraient des valeurs différentes. Mais ici, puisqu'on est dans un cube, on a A et A. L'indice H va se calculer en prenant le paramètre de maille, et on va diviser A par X. X, c'est quoi? C'est l'intersection entre la face considérée et l'axe des X. Y ici, ce sera l'intersection entre la face considérée et l'axe des Y. Et Z, ce sera la valeur de l'intersection entre la face considérée et l'axe des Z. A sur grand X nous donnera le paramètre H, A sur grand Y le paramètre K, et A sur grand Z le paramètre L. Et chaque face est déterminée par un set d'indices HKL. Voici un petit exemple. Je considère la face rouge. Alors, commençons par l'indice L parce que c'est le plus facile à calculer ici. L'indice L, ce sera quoi? A divisé par grand Z. A, c'est le paramètre de maille. Grand Z, c'est la coordonnée d'intersection entre ma face rouge et l'axe Z. Quelle est la coordonnée d'intersection entre ma face rouge et l'axe Z? Ben, c'est A. Vous aurez donc ici, pour l'indice L, A sur A. A sur A, ça fait 1. Vous aurez donc un indice L qui vaut 1. Que vaudront l'indice H et K? C'est simple. Puisque la face rouge est parallèle à l'axe des X, elle ne coupera jamais l'axe des X, ou bien en une valeur de X égale l'infini. Vous aurez ici comme dénominateur un grand X qui vaut l'infini. A sur l'infini, ça fait quoi? Ça fait 0. Vous aurez donc un paramètre H qui vaut 0. Quant au paramètre K, même raisonnement. La face rouge ne coupera jamais l'axe Y puisqu'elle est parallèle à l'axe Y. On aura donc ici un grand Y qui vaut l'infini. A sur l'infini, ça fait 0. On aura donc HKL qui vaut 0, 0, 1. Voilà. A sur infini, A sur infini, A sur A, ça fait 0, 0, 1. Deuxième exemple. On a ici une face rouge qui est parallèle à l'axe X, parallèle à l'axe Z et qui coupe le cube en 2 parties égales. On a donc ici, à l'intersection entre la face rouge et l'axe Y, la moitié de l'arête, donc A demi. Calculons en premier lieu l'indice K, ce sera le plus facile à calculer. L'indice K, ce sera A sur grand Y. Que vaut grand Y? A demi. A sur A demi, ça fait quoi? A sur A demi, ça fait 2. On aura donc un paramètre K qui vaut 2. Que vaudront les paramètres L et H? 0 et 0. Puisque la face rouge est parallèle à l'axe Z, on aura un indice L qui vaut 0. Et puisque la face rouge est parallèle à l'axe X, on aura un indice H qui vaut également 0. Voilà. A sur infini, A sur A demi, A sur infini, 0, 2, 0. Troisième exemple. On a ici la face rouge qui coupe l'axe X en A et l'axe Y en A. Nous aurons donc A sur A pour l'indice H, A sur A pour l'indice K, on les voit ici, ça fera donc 1, 1. Et pour l'indice L, on a une face qui est parallèle à l'axe Z, ça nous fera 0, 1, 1, 0. Quatrième et dernier exemple, une face un peu particulière, qui coupe chaque axe en A. Ça nous fera A sur A, A sur A, A sur A. Les indices de Miller de cette face rouge seront 1, 1, 1.
Alors on va faire le lien maintenant entre la loi de Bragg et les indices de Miller. Je vous rappelle, la loi de Bragg dit ceci. Un nombre entier de longueur d'onde est égal à 2 fois la distance entre deux plans cristallographiques fois le sinus de l'angle d'incidence du rayon X. Et ce paramètre D, cette distance entre les deux plans cristallographiques, ou la distance interréticulaire, ou si vous voulez, c'est également la distance entre ces deux atomes, de deux plans cristallographiques adjacents. Cette longueur D peut être calculée par une formule qui fait le lien entre la loi de Bragg, entre la distance D plutôt, et les indices de Miller. Voilà. Le lien entre les indices de Miller et la distance D est donné par cette formule. Dans mon exemple extrêmement simple que je vous donne ici, on va calculer la distance D à l'aide de cette formule. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? A, c'est le paramètre de maille. Les indices de Miller de cette face, c'est 0,01, on l'a vu. Oui, 0,01. On aura donc ici au dénominateur la racine carrée de 0 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, ce qui va nous donner 1. A divisé par 1, ça fait A. Et on vient donc de trouver que la distance D entre les deux atomes ici valait A. Bien sûr, j'ai pris un cas archi simple pour vous expliquer la formule. La réponse était évidente dès le départ, bien sûr. Alors nous arrivons presque au bout de ce rappel théorique. En ce qui concerne donc le cycle de Born-Haber qui sera abordé dans les deux dernières questions de la séance, je vous recommande de lire la section 4e.2 de l'Atkins, qui résume le cycle de Born-Haber. Quels sont les mots-clés pour le cycle de Born-Haber? C'est énergie de réseau, énergie réticulaire, en anglais on dira lattice énergie, excusez mon accent, ou enthalpie réticulaire. Je vous recommande aussi, pour la compréhension globale de cette séance, de lire Chimie générale, exercices et méthodes aux éditions du Node. Je vous recommande la fiche 16, l'état solide, la fiche 17, la maille élémentaire, la fiche 18, les réseaux cristallins, et la fiche 19, les différents types de cristaux. Et pour en savoir plus, pour les plus motivés d'entre vous, je recommande bien sûr le Zumdahl, Chemical Principles, le chapitre 13 et la sous-section 13.5, Formation of Binary Ionic Compounds, qui s'intéresse à l'énergie de réseau et au cycle de Born-Haber dans les composés ioniques binaires. Alors, je vais quand même vous faire une petite lecture, permettez-moi, d'un extrait du Zumdahl que je me suis permis de traduire, en ce qui concerne bien sûr le cycle de Born-Haber et l'énergie de réseau. Alors, un solide ionique se forme car les ions de charge opposée, donc dans Na+, et Cl-, on a l'ion positif Na+, et l'ion Cl-, on pourrait imaginer ces deux ions-là, Na+, Cl-. Pourquoi est-ce qu'ils vont être amenés à se rapprocher pour former un bloc de sel? C'est parce que, en se rapprochant et en s'associant, en formant un composé ionique solide, ils vont diminuer leur énergie. Ils vont diminuer, donc il y aura une énergie plus faible dans le système lorsque les deux ions sont rapprochés dans un composé, lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Alors, dans le solide ionique, donc dans NaCl par exemple, on a un réseau cristallin, et la force avec laquelle les ions s'attirent les uns les autres dans ce solide est indiquée par l'énergie de réseau. Au plus l'énergie de réseau est importante, au plus la force d'attraction entre les ions dans le solide est importante. Alors, l'énergie de réseau d'un solide ionique, c'est l'énergie libérée lorsqu'un composé ionique solide se forme à partir de ces ions sous forme gazeuse. On a ici par exemple Na+, et Cl- sous forme gazeuse. En se rapprochant, ils vont se solidifier, former un bloc de sel. Et bien, cette énergie qui va être libérée, on a donc un processus, une réaction exothermique, c'est l'énergie de réseau. Elle aura une valeur négative puisqu'elle est libérée par le système. Dans l'Atkins, on va vous parler d'enthalpie réticulaire, dans la section 4e.2. Et l'enthalpie réticulaire est égale à l'énergie de réseau à quelques joules près.
La façon dont l'enthalpie réticulaire est définie dans l'Atkins, on dit que l'enthalpie réticulaire, c'est la chaleur nécessaire pour vaporiser le solide cristallin en ion. Donc j'ai ici mon cristal, mon bloc de chlorure de sodium, je lui fournis une certaine énergie, il se défait et il se vaporise. Eh bien, l'énergie, la chaleur fournie pour réaliser ceci, ce sera l'énergie réticulaire. Vous comprenez bien, enfin l'enthalpie réticulaire, excusez-moi, vous comprenez bien que, puisque c'est une énergie fournie, absorbée par le système, elle a une valeur qui est positive. Donc c'est bien l'énergie, l'enthalpie réticulaire, c'est l'énergie pour défaire le cristal. Vous avez ici dans l'Atkins une photo, je vous ai fait une photo de la section 4E2 pour le cycle de Born-Haber. On vous fait un petit rappel théorique avec une petite formule, un petit schéma, et puis vous avez un exercice résolu, très simple, accompagné également d'un schéma sur le chlorure de potassium. Faites-le, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais ça vaut la peine de le faire en entier avant d'attaquer la séance d'exercice pour solver. Voilà, ça clôture ici notre rappel théorique. J'espère avoir été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on se voit jeudi entre 14h et 18h. Et je répondrai, enfin, pour ceux qui sont dans mon groupe, bien sûr, et je répondrai à toutes vos questions. À bientôt!